Bien, bonjour à toutes et à tous. L'énergie nucléaire a été et est encore aujourd'hui indéniablement un véritable atout de l'industrie française. C'est une histoire assez incroyable qui débute au cours des années 70 et le lancement d'un ambitieux programme électronucléaire, le plan Mesmer, qui en seulement 25 années a conduit à la construction et à la mise en exploitation de 58 réacteurs sur 18 centrales, dont 56 sont encore aujourd'hui en fonctionnement. Toutefois, durant les 3 décennies qui ont suivi, la filière nucléaire et la filière énergétique un peu dans son ensemble a souffert de tergiversations et d'un désengagement politique, comme l'a évoqué juste avant le député Antoine Armand au travers de ses travaux avec la commission d'enquête parlementaire. Pourtant, depuis le discours de Belfort du président de la République en 2022, un nouveau souffle semble se dessiner, une nouvelle impulsion. Mais la question, c'est est-ce qu'on est capable de relever ces défis ? Déjà, quels sont ces défis ? Est-ce que les acteurs de la filière du nucléaire sont capables de les remonter ? Et qu'est-ce qu'ils mettent en place concrètement pour les remonter ? Et pour discuter de ça, pendant les prochaines 50 minutes, nous avons invité 4 personnes en lien direct avec l'industrie nucléaire. Merci pour votre présence, qui représentent des maillons, différents maillons de l'industrie nucléaire. Je me tourne d'abord vers vous, Vincent Lebiez. Dites-moi si j'écorche votre nom. Très bien. Vous êtes adjoint au délégué interministériel au nouveau nucléaire. Donc vous représentez un peu finalement le donneur d'ordre global. Quel État ? L'État plutôt. L'État, vous y reviendrez. Merci pour votre présence. À vos côtés, Aymeric Lagoguet. Vous êtes directeur du programme industriel à EDF, dans la direction de l'ingénierie du parc, de la déconstruction et de l'environnement. On verra votre vision des choses à EDF. Nous accueillons également Audrey Halimi, donc directrice de la Business Unit Réacteur chez Honnête Technologies, et également pour la seconde fois du coup de cette journée, David Klein, qui nous rejoint pour cette table ronde, non pas sous la casquette GIFEN, mais bien cette fois-ci en tant que directeur général adjoint du groupe SNEF, et plus particulièrement en tant que directeur général de SNEF Power Service. Alors pour débuter cette table ronde, nous avons souhaité évoquer un sujet, un défi en fait récent qui a déjà été évoqué un petit peu durant les précédentes phases de ce congrès. C'est le cas de l'EPR de Flamanville. Donc tout simplement ça a été un projet qui a cristallisé durant les dernières années même de nombreuses critiques sur la filière nucléaire française. Alors simplement pour un très bref rappel, c'est un projet de construction d'un nouveau réacteur de type EPR, donc de 1650 MW, qui a débuté en 2017 avec initialement l'objectif de le mettre en service en 2012. Mais les différents déboires ont été rencontrés sur les chantiers et qui ont repoussé à maintes fois la mise en service du réacteur, qui est maintenant prévue pour le premier semestre ou trimestre de l'année de 2024. Et qui a multiplié également les coûts, qui sont passés d'un peu plus de 3 milliards d'euros initialement à aujourd'hui, on parle de 13,4 milliards, je crois. Et donc, je me tourne en premier lieu vers Vincent Lebiez. En tant qu'adjoint au délégué interministériel au nouveau nucléaire, qui représentait l'État, si vous aviez 3 ou 4 grandes leçons à tirer de défis de Flamanville, quelles seraient-elles ? Merci. Effectivement, l'avantage de ce projet, c'est que cette question des leçons à tirer de Flamanville a été largement éclaircie par un certain nombre de travaux. Il y a eu à l'occasion d'un des surcoûts annoncés, il y a eu la mission de Jean-Martin Foltz, qui a été confiée par le PDG d'EDF de l'époque, Jean-Bernard Lévy, en lien avec le ministre de l'économie, donc qui visait à répondre à cette question-là. Il y a eu la Cour des comptes qui a fait un rapport. Et nous, actuellement, on est en train de mener une revue de programme sur l'EPR2 pour justement voir à quel point on a tiré les leçons de Flamanville. Je pense s'il y a 3 éléments à donner, je dirais le premier, le fait de lancer une construction alors que le design détaillé notamment, n'est pas figé. Donc ça, c'est pas le seul projet qui a eu ce problème-là. OL3, ils ont eu les mêmes problèmes. ORGH, ils ont eu les mêmes problèmes plus près d'ici. La nécessité absolue de finaliser un stade très mature de conception avant de lancer la réalisation est vraiment un enseignement très important parce qu'on se rend compte qu'au premier béton nucléaire, Flamanville n'avait pas de retard. Donc on pouvait se dire
tout va bien, alors que tous les problèmes étaient déjà là en fait. C'est juste qu'ils ne s'étaient pas encore matérialisés, c'est après quand on a vu comment on devait installer les équipements, monter, que les difficultés sont apparues. Mais donc des fois on a l'impression d'être sur la bonne trajectoire, mais en fait on n'est pas tant que ça. Donc la conception en premier lieu. Deuxième idée qui a été, je pense, rectifiée dans le programme qu'on lance maintenant, il n'y avait pas de vision programme Flamanville. Flamanville, c'est un réacteur qu'on construit après 15 ans, on n'a pas construit de réacteur. Et ensuite, on n'en a pas redécidé d'autres pendant les 10 à 15 ans qui ont suivi. C'est même pas une paire de réacteurs. C'est-à-dire que ce qu'on a retenu depuis OL3 et Flamanville, c'est qu'une paire de réacteurs, c'est quand même mieux industriellement à construire. S'il y a un problème sur la première tranche, on peut prendre des équipements de la deuxième. Ce n'est pas les seuls avantages qu'on peut trouver, mais c'est celui qui vient le plus rapidement en tête. Donc là, on est maintenant dans une vision programmatique, c'est-à-dire on lance un programme de 6 réacteurs, voire 8 supplémentaires au-delà, pour que toute la filière et l'entreprise EDF puissent bien se projeter sur quelque chose où on va apprendre au début, mais on doit capitaliser sur le retour d'expérience après. Si on espace les réacteurs de 10 à 15 ans, on peut capitaliser un peu d'expérience, mais en fait pas tant que ça, parce que le monde change entre les deux, les fournisseurs ne sont pas les mêmes, le design a changé, les règles ont changé. Donc ça, c'est Et la vision programme, ça veut aussi dire une vision où on standardise les exigences, y compris pour les autorités de sûreté, les autorités de sécurité, pour que le produit à construire ne change pas à chaque fois qu'on en construit un nouvel exemplaire. Donc ça, c'est vraiment un autre point important. Et le troisième point, et le dernier, je m'arrêterai là, on s'est quand même rendu compte que intrinsèquement, ce design de l'EPR, il posait un certain nombre de difficultés de construction, principalement, liées au design, mais liées aussi au fait qu'on avait perdu de la compétence sur la construction, parce que finalement, à Taishan, ils ont moins eu ce problème qu'en France, mais ils l'ont eu quand même, hein, ça, ils ont mis du temps à le construire, mais beaucoup moins que nous. Et c'est ça qui a conduit à EPR2. C'est-à-dire pourquoi il y a EPR2 ? C'est parce que tout ça a amené à la conclusion qu'il y avait des choses à changer, à simplifier dans l'EPR, que ce soit au niveau du génie civil ou de certains équipements, mais surtout notamment le génie civil, où il y a eu un gros travail de mener. Donc le bon côté, c'est qu'on tire parti du retour d'expérience en lien avec les entreprises d'ailleurs concernées pour avoir un meilleur produit. Le mauvais côté, c'est que on repart un peu sur une tête de série, mais comme on est dans une vision programme, on se dit que ça vaut le coup de repartir sur quelque chose d'un peu différent parce qu'on va pouvoir amortir ce coût de changement sur plusieurs réacteurs. Si jamais on avait dit on refait une paire de réacteurs, honnêtement, il fallait refaire une paire de paires et pas partir sur une paire de... Là, si on se projette sur 6, voire 14, ça vaut le coup de reposer le crayon et de se dire est-ce qu'il n'y a pas des murs qu'on pourrait faire un peu plus droits pour simplifier. Merci beaucoup Vincent Lebuez pour ces éclairages sur le programme EPR, notamment avec les projets OL3 en Finlande, Taishan en Chine et puis en France à Flamanville. Donc ça, c'était assez spécifique sur le nouveau nucléaire. Souci ? Non, toujours là. Mais maintenant, je voudrais aussi parler du nucléaire existant, parce que c'est surtout ça la capacité du nucléaire en France. Et là, je voudrais me tourner vers Émeric Lagoguet, qui est à EDF, et parler du grand carénage, qui est en fait un programme de mise à niveau du parc nucléaire actuel. Et vous demander, sachant que ce programme est maintenant en cours depuis 8 à 9 ans, il me semble, en tant que directeur du programme industriel, quels sont les grands constats et les grandes conclusions, si vous deviez en tirer quelques-unes, de ce programme après 9 ans? Bonjour à tous. D'abord, le premier constat, c'est que c'est une réussite, puisqu'on a passé les 4e décennales sur le palier 900 MW. C'est-à-dire qu'on va au-delà de 40 ans, et c'était globalement pour ça qu'avait été créé le grand carénage. Comment on peut aller au-delà de 40 ans? Et c'est une réussite, puisque tout le monde pensait que ça serait très difficile. On a commencé sur Tricastin, et maintenant on fait des travaux sur 7 visites décennales en même temps dans l'année. On ne pensait pas qu'on y arriverait. Et ça, c'est le travail de toute la filière, puisque en fait, quand on dit qu'on va construire des EPR ou qu'on fait le programme grand carénage, en fait, on ne fait rien. C'est tous nos industriels qui font les choses. Et en fait, si on doit avoir un seul truc dont on doit vraiment être certain pour l'avenir, c'est qu'on ne fera rien tout seul. Et on ne fera les choses qu'avec notre filière industrielle. Moi, je vais vous raconter une anecdote. À un moment, dans ma carrière, je suis passé aux achats et j'ai fait des achats pour la filière nucléaire. Et à l'époque, on me disait, négocie, il faut faire moins 10%, il faut faire moins 15%, sur rien. Donc je faisais à la mode supermarché, je négociais des remises. Et ça n'a pas de sens en fait. Aujourd'hui, si on veut travailler avec des gens et on a un programme à faire devant nous, c'est-à-dire qu'on n'a pas juste un spot à faire, on a un programme. Il faut qu'on ait les meilleurs avec nous, qui soient engagés sur les 20 ans, les 30 ans qui viennent. Il faut développer des compétences. On a vu le programme Match. Pour ça, il faut qu'on ait des partenaires solides qui gagnent de l'argent.
Donc voilà, ça c'est déjà, c'est un mot, c'est normal que nos industriels et nos partenaires gagnent de l'argent. Et même s'ils font une très bonne marge, alors après ça dépend où est-ce qu'ils la mettent, mais si c'est pour la réinvestir, digitaliser et investir dans les compétences, c'est parfait, c'est ce qu'on attend. C'est pour après les actionnaires, on peut le voir aussi d'une façon un peu différente, ils auront aussi besoin de capitaux et donc il faut aussi rémunérer les actionnaires, c'est pas non plus un gros mot. Mais voilà, si on devait avoir une chose en tête pour le programme Grand Carénage, c'est que, un, on l'a fait avec nos industriels, et deux, on l'a fait avec notre client. Le client, c'est la centrale nucléaire. On a tout fait avec elle pour essayer de la perturber le moins possible. Lui proposer, puisque le programme Grand Carénage, c'est en fait des modifications de design qui sont faites dans la centrale pour augmenter le step de sûreté, ce qui veut dire que l'exploitant, lui, il n'en a pas du tout envie de ça. C'est-à-dire qu'on vient lui modifier sa façon de travailler et on lui rajoute des équipements et vraiment, il n'en a pas envie. Donc on a travaillé avec lui pour que ça le gêne le moins possible, un, dans l'exploitation, dans sa façon de travailler, et deux, que les arrêts de tranche durent le moins possible. Et par exemple, quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'auparavant, quand on faisait une visite décennale, donc la centrale s'arrête, on décharge le cœur, et là c'est parti, on fait des travaux. Pour les VD4-900, par exemple, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on fait 95% de nos activités, ce qu'on appelle en tranche en marche, pour éviter justement d'avoir des arrêts de production qui soient trop longs. Voilà, c'est tout ce travail-là qu'on a fait. Donc, retenez nos industriels et travaillez le plus proche possible de notre client, l'exploitant. Merci beaucoup. Je vais justement rebondir sur les réponses aux deux premières questions pour entamer un sujet qui nous semble vraiment clé dans la filière nucléaire. On s'est rendu compte dans les deux premières réponses qu'un des éléments cruciaux de la mise en mouvement de la filière industrielle nucléaire, c'est sa coordination. Et alors, je vais simplement rebondir dans un premier temps sur la réponse de M. Lagoguet pour lui relancer une toute petite question. Vous représentez EDF, qui est du coup le chef de file de l'industrie nucléaire française. Pourriez-vous nous dire du coup quelles mesures mettre en place pour assurer une bonne coordination des acteurs de la filière nucléaire française? Alors déjà, on fait des choses. Alors je vais vous donner... pour le compte alors vous savez qu'à EDF, on a ce qu'on appelle le nouveau nucléaire. Il y a une entité qui s'occupe de préparer la construction des nouveaux EPR. Et puis il y a le parc en exploitation, ce qui produit aujourd'hui et ce qui fournit du cash pour l'entreprise. Bon, un peu moins l'année dernière à cause de la crise de corrosion sous contrainte, mais cette année, on est redevenu un des plus grands producteurs en Europe. Donc on est la machine qui doit permettre de financer le nouveau nucléaire. Qu'est-ce qu'on a mis en œuvre? Et ça, c'est Cédric Lewandowski, qui est le patron de la DPNT, qui a fait ça. Il a dit, au moment de la crise du Covid, c'est de se dire, on s'est aperçu à l'époque qu'avec nos industriels, on allait avoir besoin d'avoir un autre type de relation. Parce qu'avec le Covid, plus personne ne pouvait bouger, et pourtant, il fallait faire des travaux sur nos tranches. Et donc, on a dû mobiliser tous nos partenaires qui sont restés investis pour venir faire les travaux sur la maintenance. Et de là est partie l'idée qu'il fallait qu'on travaille différemment avec nos partenaires. On a créé un réseau qui s'appelle Captain. Voilà, David et Audrey en font partie. Ce sont des sociétés, une vingtaine de nos partenaires avec qui on décide de travailler autrement et de se parler cash en fait. Parce que c'est jamais très simple pour un industriel de venir nous dire que ce qu'on demande c'est débile, parce qu'il y a un contrat derrière. Et bien là, on a ouvert un espace sur lequel on se dit des choses et on décide de travailler sur des choses très très pragmatiques qu'on va améliorer pour l'efficacité du parc en exploitation. Donc voilà ce qu'on a essayé de mettre en œuvre, c'est un espace de travail pragmatique et un espace d'échange sur lequel nos industriels, nos partenaires peuvent nous dire les quelques défauts qu'on a. Très peu, mais quelques-uns. Merci beaucoup. Pour rebondir du coup là-dessus, je me tourne à présent vers David Klein et Audrey Halimi. Donc c'est là qu'ils vont vous dire que ce que j'ai dit est vrai. Je vais donc leur poser la question. En tant que directeur général de SNEF Power Service et que directrice de la BU Réacteur d'Honnête, vous êtes donc vraiment partie prenante de la filière nucléaire française et vous vivez dans vos activités cette coordination ou les mesures mises en place pour l'assurer. Alors, ma question porte sur ce sujet-là. Comment percevez-vous en tant qu'industriel cette coopération? Comment voyez-vous les mesures qui sont mises en place, notamment avec le chef de file? Et est-ce que vous y voyez également des pistes possibles d'amélioration? Donc il m'a soufflé, mais en effet ça fonctionne bien. Non, c'est pas pour lui faire plaisir, mais c'est vrai qu'avec la mise en place de Captain juste après le Covid, on peut partager beaucoup plus
donc on est 20 industriels. On partage sur tous les sujets. On est même allé jusqu'à ces derniers temps partager de quoi étaient faites nos marges. Et ça, c'est quelque chose, bon, je pense que c'est du jamais vu, parce que c'est un sujet assez tabou. Malgré tout, en principe, on regarde le contrat, ce qui est applicable dans le contrat, et ça ne va jamais plus loin. Donc là, on a travaillé sur des sujets de bonnes pratiques, de comment trouver des solutions à des irritants sur les chantiers, mais aussi à comment sont construites nos marges et qu'est-ce que c'est qui nous permet de réinvestir dans les compétences, dans des capacités de production. Donc il y a une vraie collaboration et c'est comme ça de toute façon qu'on peut y arriver face au programme industriel qui s'annonce devant nous. Oui, pour compléter le travail que fait Emric, mais il n'est pas tout seul, puisqu'on a parlé de Captain, on peut parler de Magellan, sans rentrer dans le détail, où on a fait rentrer ce qu'on appelle les rangs 2. J'aime pas non plus trop ce terme de rang 1 et rang 2, mais ça permet un petit peu de visualiser les partenaires qui sont concernés pour adresser toute la chaîne, toute la supply chain, parce qu'on a besoin de tout le monde, et notamment de certains fabricants qui fabriquent des équipements très spécifiques. On peut citer aussi Nuclear Valley, qui fait un travail remarquable sur le sujet. Au GIFEN, on se réunit aussi assez régulièrement. Et il y a d'autres initiatives, puisque dans nos entreprises, typiquement fin novembre, Emric sera présent. On va recevoir tous nos partenaires dits critiques, c'est-à-dire ceux qui impactent le plus notre supply chain de SNEF Power Service. On les invite pour une journée de partage et comme on a donné beaucoup de leçons à EDF qui devaient se remettre en cause, on a dit à nos propres partenaires, nous aussi on doit se remettre en cause, donc venez à nous et on va avoir une journée de partage. Donc ça c'est vraiment fondamental, ça marche bien. Moi je peux vous en parler parce que j'étais de l'autre côté de la barrière pendant de nombreuses années. Comme j'ai commencé par ça, je me suis rendu compte en étant chez ce qu'on appelle les partenaires fournisseurs, que probablement je n'avais pas conscience de la façon dont je me comportais, parce que comme Emric, quand j'allais en négociation, je m'en moquais un petit peu de savoir si l'entreprise allait faire des marges et si j'allais pas la mettre en difficulté, parce que j'avais une telle pression au-dessus des prix et de la rentabilité de mes affaires que c'était pas mon souci. Et en fait, quand on part sur un programme de 30 ans, et même je l'ai dit tout à l'heure d'un siècle, évidemment que l'économie et la survie des entreprises et l'équilibre économique de tout cet ensemble est très important. Évidemment, on a toujours en tête, même si ce n'est pas comme quand on travaille avec le CEA où c'est directement les impôts des Français, mais là c'est le prix du kilowattheure, donc il faut aussi qu'on se responsabilise tous parce qu'on joue avec l'argent des Français, avec notre propre argent finalement, puisque nous aussi on reçoit des factures d'électricité, nous n'avons aucun avantage, je tiens à le préciser aujourd'hui, et cette ouverture d'esprit, elle est vraiment fondamentale, elle n'est pas que théorique. On pose des sujets importants. En effet, qui aurait cru il y a 5 ans qu'on allait poser nos marges sur la table? Alors on ne pose pas que nos marges, on pose les marges et on explique ce qu'on en fait. C'est l'objectif. Et surtout, EDF n'attend pas que tout soit réinvesti. EDF sait très bien qu'il y a des salaires à payer, qu'en période d'inflation, il faut augmenter les gens, qu'on doit aussi des choses sur le fonctionnement de l'entreprise, et puis que les investissements, ils peuvent être à court terme, mais ils peuvent être aussi à moyen long terme. Ils permettent aussi de racheter des entreprises qui permettent de les développer pour soutenir demain la filière. Donc tout ça marche très très bien et on adresse les sujets importants. Un de vos collègues tout à l'heure est venu me demander plus de détails sur le temps métal. Pour vous prendre un exemple très concret, ce qu'on fait aujourd'hui dans tous les métiers, on fait ce qu'on appelle une VSM, c'est en gros une analyse de flux, où on prend de 7h du matin à 17h, quelles sont toutes les 10 minutes ce que fait l'opérateur sur le terrain. Et on pointe, et on regarde où est-ce qu'il a perdu du temps à rentrer sur le site, où est-ce qu'il a perdu du temps à s'habiller, à se contrôler, à ce que quand il faut ouvrir la trémie est fermée, ou quand le contrôleur doit être là, le contrôleur en fait il n'est pas là. Et en fait on a des gisements qui sont colossaux, parce qu'on a pris des mauvaises habitudes et qu'en plus on n'avait pas toutes les informations, parce que chacun essayait de se protéger et de dire que c'était de la faute du petit copain. Mais on éradique tous ces sujets, on essaye aujourd'hui de les adresser. Et je crois pouvoir dire que c'est une des 3 actions prioritaires de Luc Rémont, le nouveau PDG d'EDF, qui veut s'attaquer à cette problématique terrain, parce que tout à l'heure, je vous ai dit 110 000 personnes dont on a besoin. On n'a pas fait les calculs
du besoin lié à la productivité, mais peut-être qu'on a besoin de moins de 110 000 personnes si aujourd'hui on gagne 20 ou 30% de productivité sur le terrain. Bien, merci André Halimi et M. Klein pour ces éclairages très opérationnels. Ma prochaine question, elle continuera là-dessus parce que, mine de rien, on veut construire déjà au moins 6 EPR2. Il y a des difficultés et des défis à tous les niveaux sur les aspects très nucléaires des centrales, comme les aspects réacteurs, circuits primaires, etc., mais aussi sur le génie civil, sur l'électronique. Au-delà de la coopération entre les différents industriels et sous-traitants, comment est-ce que, et là je me tourne vers vous Audrey Halimi, comment est-ce qu'une industrielle, comment est-ce qu'une entreprise peut opérationnellement limiter les risques au terme de dérives de budget et dérives de planning sur un projet, disons, sur une centrale? Est-ce que vous pouvez nous donner des petits éléments très concrets? Oui, alors comme le disait Vincent Lebiès tout à l'heure, je pense que déjà, il faut partir avec des données d'entrée fiabilisées, définitives, un design qui est vraiment allé au bout. Parce que là où on perd beaucoup de temps, c'est quand on démarre et en cours de route, ça peut être au bout de 2 mois, au bout de 6 mois, ou au bout d'1 an et demi, il y a des variations de données d'entrée. Donc déjà, aller au bout du design, avoir des données d'entrée fiabilisées. Après ça, il faut travailler main dans la main en fait avec notre client, en partageant les jalons importants en avance de phase, puisque vous le savez, sur ces projets-là, il y a une surveillance qui est exercée par le client, et donc il est important de surveiller sans ralentir. Donc il faut vraiment être transparent sur nos besoins dans ces jalons pour pouvoir les passer le plus rapidement possible. Après, sur des problématiques techniques, il y a besoin de partager, alors si ce n'est pas quotidiennement, c'est peut-être hebdomadairement, pour être sûr d'être toujours aligné. Et quand on met tout ça en œuvre, on l'a vu sur le grand carénage, il y a des sujets sur lesquels on a réussi à gagner 6 mois sur le planning, sur de la livraison d'échangeurs d'ultime secours par exemple, parce qu'il y avait un alignement parfait, on a partagé les risques, les problématiques, les données d'entrée n'ont pas changé. Et ça, c'est quand même très important. Donc, il y a cette partie-là, on va dire plutôt sur les phases ingénierie, approvisionnement, qualification. Après, ce qui est primordial sur la partie intervention, c'est l'entraînement. La répétition du geste technique qui permet de faire bien du premier coup et donc de sécuriser les plannings, voire de les améliorer. Et ça, c'est pareil, on l'a fait. Tout à l'heure, Aymeric parlait de corrosion sous contrainte, je pense que vous en avez tous entendu parler. Donc c'est un projet qui aurait pu prendre, enfin les premières interventions en mode nominal auraient pu prendre des mois. Au final, on est parti avec un planning de 12 semaines, parce qu'on a entraîné nos collaborateurs en amont, et on a continué à les entraîner après les premières interventions. Et là, de 12 semaines, on passe à des interventions qui durent 7 semaines. Donc voilà, cette répétition, cet entraînement est quand même très important avant d'intervenir. Après, donc, j'aurais tendance à dire que toutes ces bonnes pratiques, il va falloir les utiliser sur le nouveau nucléaire. Voilà, ça a fonctionné sur le grand carénage, il faut les utiliser sur le nouveau nucléaire. Sur le nouveau nucléaire, le sujet standardisation effet programme devrait permettre, après le premier de série, à mon avis, de gagner du temps planning et aussi des coûts. Tout à l'heure, je crois que c'est Valérie Faudon qui le présentait par rapport à HPC, où il y a eu 30% de coûts. Là, je pense que voilà, la standardisation, l'effet programme, permettra d'avoir un réel gain. Mais bien entendu, c'est ce que je disais au tout début de mon propos, il faudra éviter les changements en cours de route, par contre. Merci. On a parlé donc de risque planning, de risque coût, de risque qualité également. Il y a un autre risque qu'on souhaiterait évoquer, c'est celui de l'accès aux compétences, justement. On en a entendu parler ce matin au travers de votre intervention, sous la casquette GIFEN, David Klein. Et les chiffres sont assez énormes. On parle donc de plus de 10 000 recrutements par an sur les 10 prochaines années pour l'intégralité de la filière nucléaire. Et alors là, maintenant, je me tourne vers le représentant de l'État, Vincent Lebiez. Finalement, face à ces chiffres colossaux, comment on va chercher ces compétences, comment on les forme, et quel est votre regard sur ce sujet ? Alors effectivement, il y a plusieurs sujets dont certains ont déjà été évoqués. Déjà, donc, il y a le besoin brut qui a été remonté. Ça, c'est un exercice quand même assez inédit avec le programme Match. Déjà, de faire l'état des lieux du besoin de tous les exploitants sur tous leurs programmes.
Ça donne ce chiffre donc de 100 000 d'ici dans les 10 prochaines années. Ensuite, il y a déjà le côté, est-ce qu'on peut optimiser ce chiffre avec de la productivité supplémentaire? Donc, dans le programme Match, dans le rapport Match, quelque part, une des actions de suite, c'est que les exploitants, mais pas que, aussi les industriels, soient force de proposition pour optimiser et peut-être réduire ce besoin. C'est absolument crucial parce que on constate quoi? On constate qu'on va avoir des difficultés dans une période où, en fait, pour de bonnes raisons, l'industrie redémarre en France, pas que le nucléaire. Le militaire, j'étais bien placé pour le savoir, dans mes précédentes fonctions, ça repart fortement aussi. Dans tout un tas de secteurs, finalement, on se rend compte qu'il y a des besoins de réindustrialisation. Et en parallèle, on se rend compte que des gens qui sont formés dans des filières industrielles, il y a finalement un taux d'évaporation, je crois que c'est le terme qui est employé, qui est assez élevé. C'est-à-dire des gens qui se destinaient initialement à aller dans l'industrie n'y vont, en tout cas, c'est pas un taux de succès de 100% derrière. Donc l'optimisation du besoin, elle est cruciale. Et ensuite, c'est les sujets d'attractivité et de fidélisation, le terme est peut-être impropre, mais en tout cas de toutes les démarches de compagnonnage qui peuvent exister. Donc on part très tôt, on part sur la formation initiale, où là, l'État, c'est surtout là-bas, aller dans le camp de l'État, de prévoir le bon système de formation initiale. Plus on va vers la formation professionnelle, bien entendu, plus on doit avoir cette adéquation entre les besoins des différentes filières industrielles et l'offre de formation. Là, au-delà de Match et du GIFEN, il y a eu ces dernières années la création de l'Université des métiers du nucléaire, qui n'est pas une université en tant que telle, mais qui, j'allais dire, fédère l'ensemble des initiatives de formation supérieure en lien avec les métiers du nucléaire. Et dans la foulée du rapport Match, donc l'Université des métiers du nucléaire a elle-même rendu un rapport pour exprimer un peu ses besoins par catégorie de métier, les besoins de formation. Et donc nous, ce qu'on est en train de faire actuellement, en lien avec tous les ministères, formation professionnelle, industrie, emploi, enseignement supérieur et recherche, éducation nationale. Donc il y a beaucoup de ministères dont, j'allais dire, le nucléaire n'est pas forcément leur première préoccupation, mais qui ont un rôle important à jouer pour que ces actions qui ont été présentées par l'Université des métiers nucléaires suite au rapport Match puissent voir le jour. Et ça va passer aussi au-delà de l'offre de formation. Il faut bien les remplir ensuite, ces formations. Et donc, c'est tous les messages qui permettent de renforcer l'attractivité de la filière. Moi, je pense que déjà, donner de la visibilité sur un programme en soi et de dire que la France se remet à construire des réacteurs nucléaires, c'est sans doute l'un des points les plus importants. C'est ce que disait d'ailleurs le rapport d'Escata Collet-Billon, dont on a beaucoup parlé, qui, quelque part, disait si on veut maintenir les compétences dans la filière nucléaire, honnêtement, si on ne lance pas de programme, on ne va pas occuper les gens à ne rien faire. Quand bien même on les paierait, les ingénieurs qui sortent d'école, s'ils n'ont rien à faire, ça ne va pas les intéresser. Donc, cette communication sur le programme, cette visibilité sur le programme, elle est absolument essentielle. Et ensuite, c'est montrer que le nucléaire, c'est pas une filière ringarde où les outils sont dépassés par rapport à d'autres filières. Donc ça pose des questions à chacun des industriels et à EDF d'être au meilleur standard de l'industrie, aussi pour attirer et retenir des ressources, et notamment des jeunes. Et aussi de montrer que je pense que l'innovation, c'est quelque chose d'important à deux titres, pour toute filière. Il y a l'innovation, elle est portée par notamment les AMR, Monsieur Alexandre en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'une filière montre qu'elle travaille sur des produits plus innovants qui vont permettre de franchir des caps supplémentaires, c'est très important. Mais il ne faut pas que la filière existante, les technologies existantes, se sentent exonérées du besoin d'innovation. Pas forcément une innovation du produit, là on a dit c'est plutôt important de standardiser le produit et donc il ne faut pas que les ingénieurs le changent tous les 4 matins. Mais ça peut être de l'innovation de procédés pour se dire on peut innover dans le génie civil, dans les montages, pour le même objet bien défini, mieux le construire de manière plus efficace. Donc je pense que ce message de dire la filière nucléaire, dans toutes ses composantes, elle doit aussi être innovante, est un message important à porter. Merci. Pour compléter la question que je vous ai faite, il serait intéressant maintenant d'avoir très rapidement le regard des industriels face à ces enjeux-là.
Alors je me tourne vers vous, Audrey Olimi et David Klein. Très rapidement, est-ce que vous pourriez parler de ce sujet à votre échelle? Est-ce que vous rencontrez actuellement des difficultés d'accès aux compétences, de recrutement, et comment est-ce que vous y faites face? Donc en effet, on a de gros soucis de recrutement à l'heure actuelle, hein. Il faut être clair, c'est assez compliqué. On a beaucoup de postes ouverts. En fait, on subit quand même, le nucléaire a souffert d'un déficit d'image pendant quelques années. Donc ça a été assez compliqué. Parfois, on a un appel d'air, on a des promos, un appel d'air d'une promo à l'autre. Ça n'a pas eu lieu. La tendance est en train de s'inverser, mais ça reste assez compliqué. Après, on a besoin de travailler sur la performance, sur le temps métal et pas que, parce que globalement, c'est ce que vous disiez, un ingénieur qui reste là à ne rien faire, ça ne l'intéresse pas, il part faire autre chose. La simplification de certaines procédures, ça aide aussi, puisque par moment, on en a certains qui nous disent non, mais on va aller faire autre chose parce qu'on a l'impression de faire trop de papier et que ça prend beaucoup trop de temps, en temps de surveillance, etc. Donc on a quand même un besoin de travailler sur nos modes de fonctionnement pour pouvoir rendre le secteur attractif. Après, on travaille avec des écoles, on monte des partenariats avec des écoles pour pouvoir attirer des talents. On peut aller jusqu'à créer des modules spécifiques par rapport à nos besoins, dans certaines formations. On travaille également sur de la reconversion. Et on recrute, de toute façon on a participé au programme Match et donc c'est assez aligné avec ce que disait David Klein ce matin. On recrute hors nucléaire en mettant en place des formations spécifiques via nos centres de formation pour accompagner ces collaborateurs, leur donner cette connotation nucléaire. On a mis en place des filières pour accompagner aussi bien nos chefs de projet, nos équipes techniques et nos intervenants. Mais tout au long de leur cursus, parce que je pense qu'il est important aussi d'arriver à les fidéliser. Donc voilà, il y a un tas de choses qui sont mises en place, mais vous l'avez vu, le besoin est assez important. Je pense qu'il sera revu à la baisse avec le sujet performance, temps métal, etc. Mais je pense qu'il y a besoin de partager, de faire le maximum. On essaie d'intervenir, nous, même au niveau des collèges, pour redorer l'image du nucléaire, clairement. Parce que les compétences, le recrutement reste notre plus grosse problématique. Oui, évidemment, nous avons tous la même difficulté. Vous l'avez compris, on est 220 000, il faut qu'on trouve 110 000 personnes. Nous sommes malheureusement avec 7% de chômage au plein emploi en France, c'est pas moi qui le dis. Ça serait bien comme les anglo-saxons qu'on arrive à 3%, parce que 4% des actifs qui se mettraient au travail dans notre filière, et nous on est prêt à les accueillir pour les former, ça serait très très bien. Mais c'est un autre débat, et je rentrerai pas dans le détail dans ce sujet. Nous avons effectivement la même problématique. On est en vase clos, à part les sorties d'école dont vous faites partie. Mais je n'ai pas les chiffres, mais je pense qu'il y a plus de gens qui partent à la retraite aujourd'hui dans notre filière que de gens qui sortent des écoles et qui sont spécialisés dans le nucléaire. Alors vous êtes un contre-exemple, mais moi il y a 25 ans, vous l'avez compris, j'ai fait une formation en nucléaire. Quand j'ai commencé à m'y intéresser, j'ai d'abord trouvé aucune école. J'ai fini par en trouver deux, dont une très spécialisée, dispensée par le CEA, l'INSTN, à Cadarache, à côté du centre, au milieu des sangliers. Il y avait à peu près que nous. Il y en avait une autre à Grenoble. Bon, ça n'a pas beaucoup changé. Je ne suis pas sûr qu'il y ait 10 écoles en France qui forment une spécialité nucléaire. Donc il faut absolument travailler à ça. Donc finalement, le gisement est assez limité. En sortie, on a beaucoup de sorties naturelles. Et puis on a les autres sorties, en effet, comme on l'a dit, de gens qui sont impatients que ça bouge. On leur parle de PR2, il faut vite faire le premier béton parce que les gens, ils ont envie d'action, ils ont envie que ça marche. Et on arrive quand même à recruter, j'en dirai un mot juste après. Mais nous, on travaille sur un autre élément qui est très important, parce que j'ai parlé tout à l'heure des effets très vertueux de ce qu'on met en place dans le cadre de nos réseaux. Je pense qu'on est très très aligné au niveau des directions désormais. En revanche, on a un vrai problème avec le management intermédiaire qui est resté sur une posture qui est beaucoup dans la justification, parce que sur le terrain, tout n'est pas parfait.
donc tout le monde se protège. Que quand il y a quelqu'un qui est pris dans un triple ou quadruple étau avec l'ASN, l'exploitant, le fournisseur et l'ingénierie, eh ben, le plus faible dans tout ça, c'est le petit sous-traitant. Je reviens avec mon terme de sous-traitant. Donc souvent l'industriel se retrouve mis en difficulté. On a des managers qui ne sont pas forcément prêts à ça. Donc on est encore sur le terrain avec pas mal de tensions, au contraire de ce que vous pourriez penser de ce qu'on dit, qui est une première très très grande étape. Et du coup, on a, sur les 2-3 ans qui viennent, nous, on a une action très importante qui est en place, c'est changer le modèle de management. C'est-à-dire qu'on considère qu'on a des managers intermédiaires qui ne sont pas au niveau, qui ne sont pas au niveau de leadership et de management pour encadrer des gens. Et générer ce que je vous disais tout à l'heure, c'est d'abord l'honnêteté intellectuelle pour faire ce qu'on a dit qu'on allait faire entre cadres dirigeants. Et la deuxième chose, c'est générer l'enthousiasme de dire, et moi je le dis aux gens que je recrute, on vous fait signer un CDI, on vous fait signer un job à vie. C'est-à-dire qu'on a tellement de besoins que pourquoi, alors sauf ceux qui font des fautes graves, mais pourquoi on va se séparer de vous? Donc vous signez chez nous, si vous y êtes bien, vous faites un job à vie. Donc maintenant c'est à nous de jouer. Et d'ailleurs je vois Valentine Haro au fond qui est la DRH de SPS sourire. On a fait une petite réunion il y a 6 mois et je leur ai dit, ne vous trompez pas, à partir de maintenant, c'est vous qui êtes en entretien. C'est plus le candidat qui a 10 propositions. Donc vous devez leur faire briller les yeux et vous devez leur donner envie de venir chez nous. Donc soyez enthousiastes, essayez de leur donner envie de venir. Donc ça, c'est un sujet important. Et le management et le leadership, ça ne s'invente pas. Donc certains managers, on va être obligé de les remplacer. Ils feront d'autres choses parce que ce sont des gens très compétents. Et on en parle de temps en temps avec Aymeric, avec des gens qui sont très ouverts à ça. On ne peut pas en parler avec tout le monde, mais chez les exploitants, c'est le cas aussi, parce que je pense qu'on a des gens qui sont restés dans la posture d'avant, qui est le donneur d'ordre, le sous-traitant, l'exploitant, l'autorité de sûreté. Et maintenant, il va falloir qu'on y aille tous main dans la main, et ça sera la seule façon d'y arriver. Eh bien, merci pour cet éclairage, David Klein. Je voudrais parler un peu on parle pas mal du futur nucléaire avec les EPR2, mais on peut même aller voir au-delà. On a touché quelques mots des SMR, donc les petits réacteurs nucléaires. On a des projets en France, notamment Neward. Je me tourne vers vous, Aymeric Lagoguet, d'EDF. Donc, on a déjà les projets de grand carénage, des projets d'EPR2. Est-ce qu'à votre avis, la filière nucléaire actuelle, elle est capable, dans les années à venir, d'en plus rajouter le défi des SMR? Bon, alors c'est vrai que ça fait des gros défis. Après, les SMR, pour être franc, c'est pas là où va y avoir un appel de charge en termes de ressources qui va être phénoménal. La construction, oui, là, va falloir du génie civil, des installateurs. Sur les SMR, on va pas être du tout dans la même dynamique. Déjà, il faut finir le basic design et le detail design pour être certain que ce qu'on propose, ça marche. Il y a quand même deux gros sujets techniques qu'il va falloir lever sur Neward pour que ça passe, mais c'est super intéressant et challengeant. Mais là, on va plutôt venir chercher des gens comme vous, on va venir chercher des ingénieurs, des spécialistes en bureau d'études, dans du calcul. C'est vraiment ça dont on va avoir besoin. Sur le reste de la filière, oui, la filière, elle est capable de répondre aux enjeux qui sont devant nous, mais pour y répondre, il faut que l'État aussi fasse un certain nombre de choses, parce que le discours de Belfort, donc c'est super, ça donne une dynamique, mais nos industriels, ils fonctionnent avec un compte de résultat et un bilan, et pour avoir un compte de résultat et un bilan, il faut des contrats. Et tant qu'on n'aura pas de contrat, on ne pourra pas mettre en musique toute la filière, on ne pourra pas mettre en musique tout le problème de monter en compétences, pas que du personnel, mais également il faut remoderniser les ateliers, il faut digitaliser, il faut potentiellement commencer à acheter de la matière première sur un certain nombre de sujets. Tous ces sujets-là, ils sont aussi liés à la capacité de l'État à donner de la visibilité. Et si on voit bien qu'il y a un écosystème qui est plutôt favorable aujourd'hui, mais ce n'est pas suffisant. Je veux dire, nos partenaires commencent à investir, ils créent des écoles de formation, ils commencent à aller dans la digitalisation d'un certain nombre de choses, mais on ne peut pas leur demander de commencer à investir 1, 2, 3, 4, 5 millions, parce que c'est les ordres de grandeur qu'il va falloir faire, sur des ateliers, sur des choses comme ça, sans qu'il y ait derrière un contrat. Et les contrats seront même d'ailleurs pas suffisants, parce que sur le contrat, quand on dit « je veux que vous installiez », si on parle pour David, tous les chemins de câbles ou
pour Audrey sur des sujets, on va dire, plutôt d'ingénierie avec par exemple, installer des échangeurs. Toute la montée en compétences, elle n'est pas prise en charge dans nos contrats aujourd'hui. Donc il faut qu'on retravaille ce sujet-là. C'est entre le kick-off du contrat et le moment où on le passe, il se passe beaucoup de temps. Et ce temps-là, il ne doit pas rester neutre. Mais il restera neutre si on n'a pas une capacité de financement de nos industriels. Donc ce sujet-là est trop important. D'accord. Merci beaucoup pour cet éclairage, c'est vraiment intéressant. Et donc vous disiez, c'est extrêmement important d'avoir des contrats pour se projeter. Imaginons qu'à l'avenir, des contrats de SMR voient le jour, qu'il y ait des décisions. Là, je me tourne vers Audrey Halimi et David Klein. Au niveau de vos sociétés, qui sont quand même de taille assez importante, est-ce que vous vous positionnerez sur les SMR? Ce serait un souhait de travailler là-dessus? Alors, clairement, on est déjà positionné sur les SMR. Voilà, on travaille déjà, on va dire, sur 4 technologies différentes. Voilà, je crois qu'il y a au global une quinzaine de projets qui sont référencés. Donc on intervient sur 4, dont Narea. Donc en fait, ce qui se passe, et c'est ce qui peut avoir un intérêt, c'est qu'au final, là, on est vraiment sur des phases d'ingénierie. Donc, ce qui va faire le lien avec le démarrage de PR2. Donc, sur les phases d'ingénierie, donc on est positionné, bien entendu. Ça nous permet aussi d'être là très en amont pour être en support aussi sur la façon dont ça va être maintenu, exploité a posteriori, parce que ça ressemblera en rien à ce qu'on fait sur les réacteurs actuels. Donc oui, on est positionné. Et par contre, ce que tu disais, Aymeric, c'est le sujet qu'on a, c'est que sur l'ingénierie, donc pas trop de problématiques, c'est sur nos ressources terrain, où là c'est compliqué d'attendre PR2, puisque les SMR, même si les premiers seront peut-être construits en 2026, il y a quand même nos équipes d'intervenants, il faut arriver à les maintenir en compétences et à éviter à ce qu'ils nous quittent avant qu'on puisse les utiliser sur le nouveau nucléaire EDF, on va dire. Et vous, David Klein? Oui, pour pas reprendre les sujets, ils sont assez similaires. Ce que je peux compléter, c'est que les industriels que nous sommes, et on n'est pas les seuls, en fait, on investit en avance de phase. C'est-à-dire qu'on a confiance dans la filière. D'ailleurs, on n'a pas attendu le renouveau du nucléaire pour ça. Parce que si je vous donne quelques chiffres, la filière nucléaire de SNEF en 2016, c'était 50 millions d'euros. Aujourd'hui, c'est 250 millions d'euros. Donc, x5 en 7 ans, c'est très rapide. Alors, c'est de l'organique et c'est aussi des acquisitions. Mais comment on fait x5 c'est un peu de courage, en se disant que ça va repartir, puisque 2016, c'était mal parti. 2018, 2019, 2020, c'était compliqué. Et pourtant, on a continué à investir parce qu'on y croyait. Aujourd'hui, moi, dans la filière nucléaire, je recrute 400 personnes par an. On a du mal à les trouver, mais on recrute 400 personnes par an, 2000 personnes dans le groupe SNEF, alors qu'on est 12 000. Donc une croissance assez rapide et on investit. Alors, certes, on est obligé d'attendre les contrats et à un moment donné, ça peut devenir compliqué. Mais de toute façon, notre stratégie, c'est d'investir. Parce que là, le temps que les gens arrivent et qu'on les forme, de toute façon, les marchés rentrent au fur et à mesure. Pour l'instant, ça tient. J'espère que ça continuera. La dynamique actuelle nous donne plutôt raison et j'espère que ça continuera. Mais on est obligé d'anticiper. Alors certes, on en discute quelquefois avec EDF, Orano et les autres sur nous donner de la visibilité, ce qu'ils font, mais les marchés, ils ne peuvent pas les inventer et la signature de contrat doit passer un certain process qui est obligatoire. Mais on va continuer comme ça. Nous, on a une vision, on a comme toutes les entreprises un business plan à 2030 que je ne vous dévoilerai pas. Mais dans ce business plan, il y a clairement le recrutement dans la filière nucléaire de 350 à 400 personnes par an, tous les ans, voire même peut-être un petit peu plus au-delà de 2025, puisque c'est là où ça va un petit peu s'engorger. Et c'est là où le programme Match et toutes les autres initiatives sont fondamentales. Et je reviens sur le sujet, les 2 sujets très importants, c'est l'attractivité. Donc il faut qu'on soit attractif. Il y a beaucoup d'initiatives, mais je pense qu'on n'est pas encore au bout, parce que les gens sont beaucoup dans l'observation. Ils nous observent aujourd'hui et on n'est pas totalement au bout. Mais
avec 75% d'opinion favorable au nucléaire, on a fait déjà un grand pas. Et la deuxième chose, c'est la fidélisation. Il faut absolument que les gens aient envie de rester. C'est pour ça que je reviens sur ce thème qui est vraiment prépondérant pour nous, c'est avoir des managers qui génèrent l'enthousiasme. Tout ça va générer beaucoup de travail, beaucoup de stress, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de relations des fois peut-être compliquées avec nos clients et avec les exploitants, mais il faut absolument que l'enthousiasme l'emporte sur cette problématique de terrain du quotidien, et notamment pour les managers qui ont un rôle d'embarquer les équipes et de faire que tout ça soit une super aventure. Merci. Alors pour clore ce premier temps d'échange et cette table ronde, je m'adresse à Vincent Lebiez. Donc vous êtes, je le rappelle une nouvelle fois, adjoint en délégué interministériel au nouveau nucléaire. Et ce qu'on entend, alors je parle sous votre contrôle, par nouveau nucléaire dans votre mandat, c'est plutôt les nouveaux EPR qui seront construits. Mais derrière le mot nouveau, on pourrait très bien aussi imaginer le futur, donc la 4e génération, les SMR dont on a parlé précédemment. Est-ce qu'il est envisagé à terme de joindre ce nouveau nucléaire dans votre mandat, et quelles sont les positions de l'État en la matière? Alors ça va me permettre de répondre aussi, j'aurais dû le faire en introduction, qu'est-ce que la DIN, la délégation interministérielle au nouveau nucléaire, parce qu'on n'a même pas un an encore, on n'est pas totalement installé dans le paysage. Donc déjà en termes de scope, effectivement aujourd'hui, les objets qu'on regarde, c'est essentiellement EPR2, Neward aussi, parce qu'en fait c'est une technologie de 3e génération comme le PR2, et plus récemment le Conseil de politique nucléaire nous a confié aussi des missions sur le RJH, le réacteur Jules Horowitz à Cadarache. Qu'est-ce qu'on fait? On fait de la coordination administrative, parce qu'il faut un peu un rôle de chef d'orchestre au niveau des différents services de l'État, pour la formation, pour les autorisations, et on fait de la supervision de maîtrise d'ouvrage. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'on disait en introduction, nous ne sommes pas le maître d'ouvrage, et on ne veut pas l'être. On veut que le propriétaire de la centrale, celui qui a le plus intérêt à ce qu'elle soit bien construite, bien exploitée, reste l'industriel, en l'occurrence EDF pour le programme EPR2. Et par contre, on se dit que regarder ces grands programmes structurants uniquement sous l'aune du conseil d'administration tous les 6 mois ou tous les 1 an, vu l'ampleur du programme, c'est pas raisonnable. Et donc l'État a besoin d'une familiarité beaucoup plus forte avec ces programmes, d'où ce nouveau rôle de supervision de maîtrise d'ouvrage qui a été mis en place. Et par exemple, ça se traduit par le fait que cette année, depuis mars jusqu'à fin octobre, on mène une revue de programme en lien avec EDF sur le programme EPR2 pour voir où on en est de l'état de maturité. Alors, effectivement, l'État, par ailleurs, a une action déterminée de développement donc des SMR, AMR. Ça, pour le moment, c'est pas premièrement porté par nous, c'est porté par France 2030 au niveau apport de soutien financier à ces projets, avec des premiers lauréats, dont Narea et Nucléo, qui ont été annoncés, d'autres qui ne devraient pas tarder. Et la création plus récente, au sein du CEA, mais de manière assez indépendante, d'une agence de programme sur le nucléaire innovant. Nous, on considère que quand la composante d'innovation au sens technologique du terme est forte, c'est plutôt du côté du CEA que doit être l'attraction côté État. Et nous, on est plus sur des technologies éprouvées, mais tout ça peut évoluer au cours du temps. Ce qui était innovant hier peut devenir éprouvé demain, et on espère le plus vite possible. Très bien, merci à tous donc. On peut clore ce premier temps d'échange. Et nous pouvons d'ores et déjà ouvrir le second temps d'échange avec vous. Donc s'il y a des questions, j'ai vu qu'il y en avait déjà une juste devant moi. Donc, voilà. Bonjour à toutes et à tous, et merci pour vos exposés aux uns aux autres qui étaient très très complets. Moi j'avais une question qui était un peu provocante, alors qui ne vient, je tiens à le dire, d'aucun étudiante ou étudiant ici présent. Mais c'était plutôt pour les 3 industriels de la table ronde. Est-ce que, vu le mur RH qu'il y a devant vous et qui a été explicité, y compris ce matin, est-ce que vous avez réfléchi à un différentiel de rémunération, une attractivité pour l'ensemble de la filière qui pourrait permettre, c'est à la loyale, on est sur un marché qui est un marché concurrentiel. Les jeunes qui sortent d'ici, ils auront peut-être plusieurs propositions. Donc
au-delà de ceux qui seraient, comme ce fut le cas pour moi il y a 35 ans, voués à l'énergie, avec l'idée d'une carrière, il peut y avoir aussi des jeunes qui aussi raisonnent par rapport à des emplois disponibles, intéressants à côté. Donc est-ce qu'il y a une réflexion menée collectivement pour être sûr qu'on ne va pas louper un certain nombre de jeunes qui peut-être seraient uniquement, ou qui mettraient cette variable sans doute de rémunération comme élément clé? Je vais parler pour EDF en disant que les propositions qu'ils auront à EDF seront les meilleures de toute manière. Donc la question... Non, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on était une start-up et qu'on commençait, on pourrait commencer avec un niveau d'attractivité différent qui nous différencierait du reste. Aujourd'hui, on a par exemple une moyenne d'âge qui doit être de 40 ans à l'ingénierie à Marseille. Si je commence à dire, il y a un mec, ça fait 10 ans qu'il est là chez moi et qu'il gagne peut-être 40 000 ou 50 000 euros par an, et que je vais dire à un jeune qui sort de l'école des mines, venez chez nous et c'est 50 000 direct, ça va créer une distorsion dans les équipes qui risque d'être très compliquée. Et donc ce sujet-là, il se traite, mais difficilement, vraiment difficilement. Donc effectivement, on regarde pour augmenter les salaires d'embauche, mais il y a un sujet de les gens qui sont déjà là, c'est compliqué pour eux. Donc je suppose que je vais laisser la main chez nos industriels, mais... A priori, il y a des sujets tabous. Oui, non, c'est une très très bonne question et c'est une réalité. La distorsion, elle existait. Elle continue un peu à exister entre les exploitants qui ont d'autres moyens que les industriels et d'autres contraintes aussi financières. Alors d'autres contraintes financières, alors qu'on pourrait se dire, mais le grand EDF avec son niveau de dette, comment fait-il pour mieux payer ses ingénieurs que le fait un SNEF ou un honnête qui n'a pas le choix que de gagner sa vie pour continuer. Enfin, nous, on a une entreprise qui a 118 ans. Moi, le nucléaire, c'est très bien et c'est très vertueux, mais mon objectif, c'est la pérennité de mon entreprise, ce que mon président me rappelle tous les jours, et il a bien raison. Néanmoins, on progresse. Alors, on progresse pourquoi? Parce que le fait qu'il y ait des perspectives, de la visibilité, aujourd'hui, le nucléaire, alors moi je peux en parler parce que je suis un groupe multifilière, le nucléaire est probablement la filière qui paye le mieux. Parce que le niveau d'exigence, le niveau de compétence dont on a besoin, il n'y a pas de sous-métier. Hein. On a autant chez SNEF, entre le tireur de câble et l'ingénieur, on sait très bien, d'ailleurs je dis souvent que moi je ne suis qu'un centre de coût et que la valeur ajoutée, c'est celui qui tire le câble sur le terrain. Moi je ne rapporte pas d'argent, lui il en rapporte. Donc c'est très important d'avoir cette perception-là des gens et de les payer en fonction de ça. Donc on a un petit peu plus de moyens qu'on pouvait en avoir il y a 10 ans pour bien rémunérer les gens. Je ne vais pas vous livrer les augmentations de l'année dernière, mais elles sont très élevées, sont plus élevées que l'inflation, qui était elle-même très élevée. On a des niveaux de primes qui nous permettent, parce qu'on a un bon partenariat et parce qu'avec EDF, on commence à travailler sur des systèmes de bonus-malus, de pouvoir redistribuer l'argent et donc d'intéresser les gens à l'intérêt du job. Maintenant, ce dont on se rend compte, et je crois ce dont on va se rendre compte de plus en plus, c'est qu'on ne fait pas des jobs similaires. Il y a quelqu'un qui va... Alors, je ne veux pas faire mon vieux, mais les jeunes d'aujourd'hui naviguent beaucoup d'entreprise à entreprise, sauf qu'au bout d'un moment, elles se stabilisent parce qu'on ne fait pas les mêmes métiers. Vous allez avoir celui qui est passionné de mécanique, qui veut voir le terrain, qui veut être sur la centrale, qui veut manager des soudeurs, il va venir chez l'industriel. Vous allez avoir l'ingénieur qui adore le bureau d'études, qui aime bien avoir la responsabilité de concevoir un objet complexe et de diriger des entreprises avec lui pour mener à bien un projet, il va plutôt aller chez les exploitants. Donc en fait, il y a tellement de besoins qu'il y a de la place pour tout le monde. Je pense que les rémunérations s'homogénéisent parce que les donneurs d'ordre jouent le jeu. Et puis ce dont on ne vous a pas parlé ce matin, et j'aurais pu vous en parler via le programme Match, c'est qu'aujourd'hui, on l'a fait il y a quelques mois, ça a pu arriver depuis, c'est pour ça qu'on ne s'est pas rappelé, avec Emmerich, on le fait avec Honnête, je le fais avec mes homologues dans le domaine de l'électricité. Aujourd'hui, à part quelques-uns qui n'ont pas envie de jouer le jeu, entre homologues, dirigeants d'entreprise, quand on a quelqu'un qui postule chez nous ou nos équipes RH qui détectent quelqu'un pour l'embaucher, on se passe un coup de fil entre nous.
Donc c'est quelque chose qui, sur le droit social, est entre les deux, mais c'est pour le bien de la filière. Xavier Ursa, qui est le patron du nouveau nucléaire, a écrit dans ce sens, en tant que président du GIFEN, de dire le débauchage, c'est fini. Parce que de toute façon, ça va être un bain de sang. Quelqu'un qui part de chez moi, qui va chez Honnête, après qui va aller chez Inéo, tout ça, pour faire le chasseur de primes. À la fin, de toute façon, cette personne-là, comme c'est un chasseur de primes, il va finir ailleurs et on aura tous perdu. Donc le mieux, alors ça ne veut pas dire que les gens ne basculent pas. J'ai encore dit OK il y a quelques jours à un de mes homologues pour le départ de quelqu'un, parce que de toute façon, je sentais bien qu'il allait démissionner et que c'était mieux pour tout le monde. Et on me rend d'ailleurs souvent l'appareil. Mais c'est comme ça qu'on va être obligé de faire. Ça va être un cercle vertueux qu'on essaye de mettre en place. Mais le sujet de la rémunération est un sujet important. Le sujet du télétravail est un sujet important. Le sujet de l'équilibre avec la vie personnelle est un sujet important. C'est essayer de trouver un équilibre. Et puis, je suis désolé, je reviens pour la 3e fois sur ce sujet, même la 4e fois. Et il y a le bien-être au travail. Et je pense qu'on a un gros travail à faire collectivement, parce qu'on est tous sous tension en ce moment, et beaucoup trop. Et je pense que notre rôle, c'est de générer l'euphorie et l'enthousiasme. Et les gens à l'extérieur qui nous regardent, s'ils voient qu'on est enthousiaste plutôt que stressé à ne pas y arriver, ils vont avoir envie de venir vers nous. Et inversement, je pense que ça ne sera pas le cas. Donc ça, c'est aussi un rôle important que les dirigeants d'entreprise ont dans ce renouveau du nucléaire. On a beaucoup parlé rémunération et David, il a raison, c'est que on fait quand même quelque chose dans le nucléaire qui donne un sens à ce qu'on fait dans notre travail tous les jours. Je le dis vraiment et je le pense vraiment, c'est que bosser, que ça soit chez Honnête, à la SNEF ou à EDF, quand on bosse dans le nucléaire, il y a quand même un sens sur la décarbonation de l'électricité, la décarbonation de notre monde, la façon d'avoir un monde meilleur demain. Ça a vraiment du sens en fait. Ensuite, de retravailler près d'une machine, de retravailler près d'une usine, ça donne du sens aussi. Et voilà, vous sortez d'une très très belle école. Franchement, félicitations à vous pour être arrivé là. Gardez en tête qu'il faut rester proche du terrain. Gardez en tête que toutes les difficultés, vous l'avez vu, on a essayé de le dire là, quand c'est complexe, c'est la coopération qui marche. C'est travailler les uns avec les autres. Jamais les uns contre les autres, pas de territoire, pas de notion de territoire, c'est on travaille les uns avec les autres, que ce soit les gars de votre service, votre futur service demain, avec vos partenaires, c'est ça que vous devez développer. Je pense que quand vous aurez des calculs à faire, vous serez les meilleurs, quand vous aurez ça, vous serez les meilleurs. La coopération, c'est pas inné, ça se travaille, tout le monde en parle, c'est beaucoup plus difficile à faire, c'est beaucoup plus facile de se recentrer sur soi que de s'ouvrir aux autres et de s'ouvrir au challenge des autres. Donc ça, et ça, dans le nucléaire, on l'a tout le temps parce que c'est tellement compliqué ce qu'on a à faire qu'il y a toujours différents aspects à regarder et s'ouvrir au regard des autres, c'est hyper important. Et j'en profite, parce qu'après on va nous dire que c'est l'heure. Le dernier point, ouvrez-vous à l'économie et à l'économie d'entreprise. Vous devez comprendre comment fonctionne une boîte. C'est hyper important pour la boîte dans laquelle vous allez travailler et pour celle que vous ferez travailler. Vous devez comprendre ce que c'est qu'un compte de résultat. Vous devez comprendre ce que c'est qu'une marge brute, qu'une marge nette. C'est hyper important. Parce que l'économie, on peut le dire, on peut la tracter dans tous les sens, c'est ce qui drive tout ce que vous aurez à faire demain. Oui, un autre argument qu'on n'a pas développé depuis ce matin, c'est le caractère multitechnique du nucléaire. Moi, je travaille depuis 25 ans dans le nucléaire. J'ai fait de la neutronique, de la thermohydraulique, de la thermomécanique du combustible. Maintenant, je fais de l'électricité, je fais de la mécanique, et je vous en passe et des meilleurs. Tout ce que vous apprenez aujourd'hui vous servira dans le monde du nucléaire. Et je ne suis pas sûr, je dénigre pas du tout les autres, hein. Je ne suis pas sûr que dans l'automobile, dans l'aéronautique et même dans la défense, qu'il y a toutes ces composantes-là. Un réacteur nucléaire est vraiment quelque chose d'ultra complexe et cette complexité fait qu'il y a besoin de tous les métiers, et je vous en passe et des meilleurs, les métiers financiers, les métiers juridiques. Et donc c'est vraiment important que vous ayez ça en tête. On peut faire une carrière, vous pouvez vous tromper de métier initialement quand vous allez rentrer dans une entreprise. On va vous proposer plein d'autres choses au cours de votre carrière. Et la richesse de ce que vous aurez appris à la fin est sans commune mesure avec ce que vous apprendrez ailleurs. Est-ce qu'il reste le temps pour une question ? Ouais, okay. J'avais une question sur les SMR.
d'un point de vue industriel et peut-être aussi d'un point de vue de la DIN, c'est quoi les attentes, enfin plutôt les projections en termes de développement, de déploiement opérationnel des SMR en France? Je pense notamment au scénario de RTE où en 2030-2035 il n'y a toujours pas de SMR. Et voilà, je voulais voir votre position sur le sujet. Alors, au début, quand on commence à parler de SMR en France, on se disait, bon, on va pas refaire comme l'EPR en faisant la tête de série à l'étranger, donc ça vaut le coup de faire une tête de série en France, je pense, je parle notamment pour Neward, mais pas plus, en gros, en disant, on n'a pas besoin de SMR en France, puisqu'on a des gros réacteurs, et que notre réseau est adapté à ça, et que nos sites sont adaptés à ça, mais pour le vendre à l'étranger, il faudra d'abord le fabriquer en France. La position a un peu évolué ces dernières années ou ces derniers mois, puisque de plus en plus, maintenant on se dit, oui, mais là c'est parce qu'on raisonne uniquement production d'électricité centralisée. Effectivement, il faut sans doute penser le SMR ou les AMR en faisant de l'électricité, mais aussi potentiellement de la chaleur, et donc, in fine, possiblement de l'hydrogène aussi, et d'être avec des usages plus flexibles, plus proches de certains centres industriels, notamment de consommation. Et donc là, on verra ce qu'il y a dans la PPE finalement, mais je pense qu'il y a l'idée qu'il y a aussi de la place pour faire des SMR et aussi des XSMR sur des usages un peu différents. Je pense que la sécurité d'approvisionnement en France continuera d'être avant tout portée par des gros réacteurs parce que ça consomme peu de sites et quand on a un réseau adapté, c'est quand même pas mal. Mais en revanche, il y a d'autres besoins pour la décarbonation qui réouvrent le sujet, y compris pour la France, et de faire en sorte que le SMR ne soit pas simplement quelque chose où on a besoin d'une vitrine pour l'export, mais aussi quelque chose qui peut apporter des solutions en France. La PPE, elle visera jusqu'à l'horizon, je pense, 2050. Après, ça dépend du développement de chacun des projets. Là, je ne suis pas assez expert des calendriers des uns et des autres, donc je ne voudrais pas commettre d'impair en étant trop optimiste ou trop pessimiste. Mais c'est à partir de la décennie 2030, on va dire. Non, c'est plutôt que ça, je ne sais pas. Une question, alors peut-être pour EDF ou ONET ou SNEF, par rapport à la, à la certification ISO 19443. Quelle est donc l'attente peut-être EDF et comment vous l'abordez au niveau industriel? Est-ce que vous pourriez nous rappeler rapidement ce qu'est cette norme-là, s'il vous plaît? Donc en fait, il y a eu sous l'égide de Framatome d'ailleurs, il y a quelques années de ça, il y a eu la volonté d'avoir une certification spécifique au nucléaire, notamment avec des sujets sur la sûreté, et les sujets sur ce qu'on appelle un peu le cascading des exigences, et comment dans la supply chain je cascade les exigences des activités qui sont importantes pour... j'ai un trou de mémoire. Maintenant c'est plus la sûreté, non c'est plus ça, maintenant c'est des EIP importants pour... bon c'est pas grave. La protection des intérêts, voilà. Et ça, comment ça se cascade? Parce qu'en fait dans notre supply chain, vous pouvez avoir... la SNEF qui va sous-traiter à quelqu'un, qui va sous-traiter à quelqu'un, et ce dernier il va fabriquer un arbre par exemple, et cet arbre il ne sait pas pour qui il le fabrique, et il fait pas la même attention qu'il devrait, il porte pas la même attention qu'il devrait le faire, alors que c'est un élément important pour la sûreté. Donc là on a dit on va faire une norme ISO, donc c'est l'ISO 19401, 19443, enfin, je vais y arriver parce qu'en ce moment on est en audit. Bon, alors, si je parle un peu cash, c'est important, c'est très lourd. Voilà, c'est très lourd. En même temps, David le dira, ça fait globalement progresser l'ensemble de la filière et ça norme un certain nombre de choses. Mais ça, pardon? Eh bien oui, comme c'est très lourd, c'est très cher et ça prend beaucoup de temps à nos industriels. En même temps, on a eu ce qu'on appelle des CFSA, des défauts dans un certain nombre d'équipements, de malfaçons dans le nucléaire ces dernières années et on ne pouvait pas rester sans rien faire. Donc on était bien obligé de prendre ça à bras-le-corps. C'est une des façons de le faire, ce n'est pas la seule. On fait plein de choses, nous, avec ce qu'on appelle la direction industrielle chez nous. On fait plein de choses avec des inspections. On fait plein de choses avec le digital aussi pour essayer de montrer
le compliance de tout ce qu'on fabrique avec des choses plus rapides que de faire un arrêt, de faire un tir sur une soudure. Enfin voilà, on essaie de trouver des choses, mais au moins ça, c'est normé et ça donne un axe pour toute notre supply chain sur lequel elle doit aller. Je me permets juste une incise sur ce sujet. Il me semble que ce qui manque peut-être aujourd'hui, c'est que donc il y a des exigences en plus pour avoir cette norme ISO, mais que les gens qui vont s'y soumettre ne voient pas forcément ce qu'ils peuvent y gagner. Et on pourrait imaginer que ça a conduit à des changements dans le mode de surveillance, par exemple, parce qu'on est certifié. Et donc j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est encore au milieu du chemin. C'est-à-dire que les gens voient ce que ça contraint en plus, mais voient peut-être pas le gain que ça pourrait apporter si l'organisation générale était différente. Mais... Oui, tout à fait. On est certifié, nous, ISO 19443. Donc les audits, en effet, sont très lourds. Il y a une notion d'approche graduée. Et en fait, pour l'instant, l'approche graduée, on ne l'a pas. On continue à surveiller tout de la même façon. Donc c'est là où on est toujours au milieu du gué. Il faut qu'on arrive à transformer. Et peut-être quand il y aura plus de sociétés, alors je pense que vous aussi, vous êtes ISO 19443, mais il n'y a pas la majorité des sociétés qui le sont. Et il y aura peut-être un travail commun à faire pour réussir à passer ce pas de l'approche graduée, parce que là, oui, c'est plus contraignant que ce que ça peut apporter comme avantage et comme gain même de temps. Voilà. Oui, nous on est certifié depuis 2 ans. C'est vrai que ça coûte très cher. Je crois qu'on a eu 120 jours d'audit. Mais bon, c'était un audit initial. Donc ça nous a coûté très cher. Beaucoup de préparation. Parce qu'au-delà des 120 jours, il faut préparer, il faut débriefer, il faut répondre aux questions, aux non-conformités, puisqu'il n'y a pas de points sensibles. Donc il n'y a que des non-conformités. Donc vous n'êtes que mauvais. Donc c'est un peu compliqué. Moi, je vous raconte l'histoire telle qu'elle s'est passée après le 2e jour. J'ai demandé à ma directrice des risques de venir dans mon bureau et je lui ai dit on arrête tout. On arrête parce que ce que j'ai entendu pendant 2 jours, ça ne me convient pas, ça ne va pas nous faire progresser. La personne qu'on avait en face, la façon dont il abordait les choses assez novatrice, hein, je le dis parce que j'ai compris a posteriori, m'a un petit peu choqué. Après mes 20 ans d'expérience, je me disais ce que j'ai entendu pendant 2 jours ne me va pas, donc on a voulu faire partie des premiers. Bah, tant pis, on verra plus tard. Et en fait, elle m'a dit, très très compétente, et elle m'a dit, non mais attends, fais-moi confiance, tu vas voir, tu vas comprendre avec le temps. Et j'ai compris, alors ça a été très cher, ça a été très lourd, et on a généré quand même pas mal de paperasse, peut-être dans certains cas pour pas grand-chose. Mais moi j'ai compris à la fin de l'audit la puissance de l'approche graduée. Je vous ai parlé tout à l'heure de la démarche française, et pas que française d'ailleurs, déterministe par rapport aux Américains qui sont probabilistes. Et en fait, l'approche graduée, c'est essayer un petit peu de se rapprocher, alors de très très loin, hein, parce qu'on reste très déterministe, c'est de se rapprocher un petit peu de ce probabiliste en mettant du gradué. Ça fait 20 ans, 30 ans qu'on rajoute des couches, les unes sur les autres, et tout se retrouve aujourd'hui au même niveau, et tout est très difficile à mettre en œuvre parce que on a des gens qui vont sur le terrain avec des classeurs comme ça pour faire des opérations de 10 minutes. Évidemment, ils n'ont pas le temps de tout lire et on a tout mis au même niveau. Le principe de l'approche graduée, c'est de dire qu'est-ce qui est important. Mettons au-dessus de la pile tout ce qui est important, les critères à contrôler, où est-ce qu'on met un contrôle parce qu'il est vraiment nécessaire et on enlève les autres. Et là, je pense, alors c'est nouveau, donc c'est un peu difficile à digérer, mais je reste persuadé que cette norme, elle va nous faire progresser. Même si en ce moment, toute la filière est en train d'y passer et que c'est un petit peu douloureux. Moi, je suis sûr qu'elle va dans le sens de l'histoire et elle doit nous aider à mieux faire bien du premier coup. Merci beaucoup. Il nous faut clore ce temps d'échange. Donc merci encore une nouvelle fois à tous nos intervenants d'être ici, d'avoir accepté notre invitation.